Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tissné, je suis le fondateur de Talent Leaders, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on m'a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on est avec Fabrice Caroul. Salut Fabrice. Salut Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Fabrice, tu te présenteras après, mais Fabrice, c'est un leader que je connais un peu. Et Fabrice, moi, ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast parce que tu vas nous l'expliquer. Tu es dans un monde un peu particulier qui est le monde médical. Et tu as de grosses responsabilités de management et de gestion dans le monde médical. Et aujourd'hui, ça m'intéressait d'avoir un profil un peu différent des profils qu'on a l'habitude de croiser à Luxembourg. Et donc, à ce titre-là, je suis vraiment super content que tu nous fasses confiance. Merci beaucoup Romain, c'est avec plaisir que je contribue à cet exercice et merci d'avoir surtout pensé à moi. Écoute, c'était bien naturel. Alors, les règles du podcast, elles sont assez simples, ça va durer 30-40 minutes. Tu parles en ton nom propre et pas au nom de ton organisation. On essaie de ne pas couper. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'échange le plus authentique possible, même s'il n'est pas parfait sur la forme, etc. Mais c'est vraiment ça qu'on privilégie. Et puis, l'idée, c'est que je vais te poser des questions un peu ouvertes et puis qu'on essaie de rebondir un peu pour apporter un maximum de réponses aux gens qui nous écoutent, et qui sont souvent des leaders, des managers qui vont être confrontés à des situations pour lesquelles ça pourra peut-être les aider de t'avoir écouté. Est-ce que les règles te conviennent? Très bien. Super. Est-ce que tu veux bien commencer par la question d'usage? Est-ce que tu peux nous présenter comment tu es devenu le leader que tu es aujourd'hui? Alors, c'est une longue histoire. Ouais. Il me paraît assez intéressant de repartir d'assez loin parce que ça peut justement un peu expliquer certaines de mes conceptions, certaines de mes convictions et voire de mes positions. Si je repars un peu de mon adolescence, j'étais un élève plutôt moyen qui on avait un peu marre de l'école à un moment et qui voulait assez rapidement rentrer dans la vie active. Et à l'âge de 16 ans, je me cherchais un petit peu et j'ai réussi à trouver une voie vers la pharmacie et notamment par la voie de l'apprentissage. Mmh. Au bout de quelques années, j'ai commencé un peu à m'embêter et je cherchais à me réorienter. Et de ce fait-là, j'avais des rendez-vous à l'époque dans ce qu'on appelait des centres d'orientation. Et j'étais tombé sur une profession, sur des cahiers de l'ONICEP qui parlaient de la profession d'infirmier anesthésiste. Et puis, je m'étais renseigné, et puis j'ai vraiment flashé. J'ai eu un flash sur cette profession. Ok. Pourquoi tu te rappelles? Parce que c'était quelque chose qui était lié aux soins. Donc, il y avait une description des différents secteurs d'activité qui étaient les blocs opératoires, les SAMU. Et je trouvais que c'était vraiment un métier passion. Ok. Et du coup, j'ai repris, on va dire, le cursus des études très loin, au départ, tout en continuant mon exercice professionnel. C'était la période assez difficile. Ah ouais. J'ai réussi progressivement mes concours. Je suis devenu infirmier. J'ai ensuite pris la voie donc, du concours d'infirmier anesthésiste après un certain temps d'exercice comme infirmier. J'ai réussi, j'ai continué sur les fonctions managériales avec donc un titre de cadre de santé, une formation de cadre de santé, puis ensuite l'évolution des choses a fait que je suis devenu cadre supérieur. Et donc depuis une quinzaine d'années, cadre dirigeant, donc directeur d'un pôle hospitalier qui reprend plusieurs services. Ok, c'est à peu près combien de personnes? Enfin, juste pour qu'on se rende compte, c'est... Donc on est sur l'ordre environ de 250 personnes. Ok, ouais, alors c'est vraiment... Si je raconte un peu cette histoire, c'est peut-être pour passer un message aux parents qui se désespèrent parfois que leurs enfants ne travaillent pas assez à l'école. Ok. Rien n'est perdu. Ok. J'en suis la preuve vivante. Il suffit de trouver un moment peut-être sa voie et là, la motivation arrive. Donc,
Encore un message que j'aimerais peut-être passer d'emblée, c'était cette voie-là qui est un peu atypique quand même. C'est un parcours très riche, en fin de compte très, très, très plus difficile, mais très intéressant parce qu'on est dans des strates d'acquisition, d'expérience, et ça nous donne vraiment une envie de combattre, une envie voilà, de progresser et d'y arriver, bien évidemment. Ok, quand tu parles de cette voie-là, tu parles de ce parcours de prise de responsabilité progressive jusqu'à ton rôle d'aujourd'hui, c'est ça que tu décris? Voilà, ces strates où on acquiert de l'expérience Ouais. progressivement et de façon escaladée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un titre par des voies directes, on Ouais. passe par des paliers. Ok. La deuxième chose, c'est aussi de retrouver un parcours voilà, qui est sorti du milieu scolaire, où il faut repasser son bac en candidat libre, subvenir à ses moyens parce qu'on a déjà 20 ans et subvenir à ses moyens personnels pour continuer ses études. Toute cette voie-là, c'est une voie qui est difficile forcément, mais Bien sûr. qui est très, très riche d'expérience. Ok, super. Aujourd'hui, donc, t'es devenu, donc, t'es arrivé à ces rôles de direction. Ce que je trouve super intéressant, c'est justement le fait que j'imagine que dans ces strates, tu as pris des responsabilités d'équipes de plus en plus grandes et de plus en plus complexes, etc. Finalement, est-ce que tu as développé des grandes convictions sur le collectif, peut-être des convictions différentes sur un petit collectif et sur un très grand collectif? Enfin, comment tu t'es construit tes convictions sur tous ces sujets? Oui, alors j'en ai déjà touché à peu près certaines de près. C'est premièrement la motivation. Ça, c'est une de mes grandes convictions. Avec la motivation, on peut réussir beaucoup de choses. Je suis justement aussi réalisé à ces étapes d'apprentissage, d'acquisition, qu'elles soient théoriques ou pratiques, avec donc l'acquisition de ces expériences, le fait d'élargir ses missions, le fait de diversifier ses tâches aussi, Ouais. de profiter de ses erreurs. Ça me paraît très important. Celle aussi, j'ai des convictions qu'un leader doit avoir une posture. Il doit aussi avoir une relation avec lui-même qui soit la plus saine possible. Il doit reconnaître ses limites, les accepter aussi, Ouais. s'écouter. On ne peut pas gérer les autres si on ne sait déjà pas se gérer soi-même. Comment tu fais ça, toi? En fait, comment ça se matérialise dans ta pratique à toi? Comment est-ce que tu te crées des espaces? Comment tu prends ce soin personnel de toi-même? Alors déjà, c'est probablement d'accepter ses limites, d'en prendre conscience. Ok. C'est un exercice qui n'est pas facile, hein, notamment au départ. Savoir aussi s'adapter à un système parfois où on ne saura pas changer. Dans un système, connaître voilà toute cette approche-là, et ça c'est aussi cette expérience justement qui fait que à un moment on se dit le combat est vain, le combat n'est pas possible, il faut pas y aller. Cette notion de pas combattre surtout me paraît important. De choisir ces sujets, quoi. Oui, tout à fait. Ok, super. Et sur la partie, donc la partie connaître ses limites, et après tu dis sur la partie connaissance de soi, est-ce que toi, sans entrer dans une forme d'indiscrétion, mais comment tu as travaillé sur toi-même? Est-ce que tu as créé des espaces? Est-ce que tu as fait du travail sur toi d'une certaine façon? Est-ce que c'est à travers des lectures? Est-ce que c'est à travers des rencontres? Enfin, comment t'as fait ce truc-là? Ou comment tu fais ce truc-là? Bon, déjà, actuellement, j'en parlerai peut-être plus tard, mais quelque chose qui m'apporte beaucoup, c'est c'est de m'intéresser à l'éthique, par exemple, où on a, que ce soit l'éthique liée aux patients ou l'éthique maintenant, où il y a une branche de l'éthique très intéressante qui est l'éthique managériale, où ça touche déjà à l'individu, ça touche à ses organisations, ça touche à son management, ça touche à son leadership. Ouais. Et là, on a une ligne de conduite qui est quand même maintenant assez intéressante. Il y a
le travail sur soi-même, bon, qui est de travailler sur ses valeurs, forcément, mais aussi sur ses antivaleurs, pour accepter les choses. Pour essayer aussi, bien évidemment, après les choses plus classiques, voilà, de trouver des centres d'intérêt en dehors du travail. Ouais. Voilà, où il y a une forme d'échappatoire. Mhm. Savoir aussi, bien évidemment, partager. On a tendance souvent dans cette fonction-là d'être quand même assez seul. Et il est intéressant souvent d'essayer de trouver un partage avec ses pairs, parce qu'on se rend compte qu'on est confronté aux mêmes difficultés. Et cet espace de rencontre me paraît très intéressant. Ok, super. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi j'interviens dans différents environnements, y compris dans des environnements plutôt médicaux, et c'est vrai que les gens qui sont dans le secteur du soin en général, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, ils prennent pas toujours soin d'eux. Oui, tout à fait. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai, on se soigne dans un couloir souvent. Ouais, c'est ça. Rencontre quelqu'un, tu peux me faire une ordonnance, j'ai ci, j'ai ça. Et on va pas en profondeur sur ce qu'on peut avoir. Ouais, en tout cas, c'est vrai que ce que moi j'observe, c'est que les gens qui sont dans les métiers du soin, souvent, bah, effectivement, comme ils sont en posture de soignant, bah, ils ont plus de mal à passer de l'autre côté, que ce soit sur leur santé physique ou mentale ou sur leur bien-être en général. En ce qui me concerne, j'ai du mal à accepter la maladie pour moi-même. Ouais. Et c'est quelque chose que je réfute. J'ai horreur, comme tout le monde, d'être malade, mais je supporte pas. Vraiment, ça m'énerve. C'est quelque chose qui mérite profondément d'être malade. Et voilà, il faut essayer de s'écouter. Et ça, c'est effectivement un axe de progression et d'effort quotidien. Ouais, je comprends. Au niveau du leadership, en général, souvent, les leaders que je rencontre, ils se sont construits aussi un peu par mimétisme par rapport à des leaders qu'ils ont connus eux-mêmes. Est-ce que toi, dans ta carrière, il y a des gens qui étaient des leaders ou qui ont évolué près de toi, dont tu t'es inspiré, et puis surtout, quelles qualités ils avaient, quelles compétences tu leur as trouvées, comment t'as construit tout ça? J'ai pas de personne en particulier qui m'est inspiré. Je pense pour la bonne et simple raison, c'est que j'essaye de prendre souvent le meilleur de chacun. Ok. Ça me paraît important, voilà, déjà de me dire qu'à un moment, chacun a ses faiblesses, chacun a ses qualités, et j'essaye de retenir et de rechercher toujours les qualités, voilà, des leaders que j'ai pu rencontrer. Ouais. Après, qu'est-ce que tu as retenu de ces qualités-là? Est-ce que tu en as qui t'ont marqué pas plus particulièrement, que tu as essayé de t'attribuer aussi, ou enfin de travailler? J'apprécie beaucoup les personnes, bon, déjà qui savent se positionner, prendre leurs responsabilités. Ouais. Et peut-être parfois, et sans enfreindre les règles, mais sortir d'un certain cadre. J'ai souvent, au cours de mes études, retenu un exercice qui m'avait beaucoup plu, c'était un exercice, je crois, dans le domaine de la psychologie, qui consistait à relier des points, des chiffres, en fin de compte, dans un sens logique, mais dans un cadre défini. Et la seule solution qu'il y avait dans cet exercice, c'était justement de ne pas lever le crayon, mais de sortir à un moment du cadre pour pouvoir le faire. Et ça m'a servi de leçon parce que, et je répète, sans enfreindre les règles ni les lois, mais parfois il faut savoir sortir justement de ce cadre pour résoudre une difficulté. Ok. Voilà, c'est essentiellement voilà, ces gens qui ont ce courage aussi voilà, de position qui est très intéressant, comment ils abordent les difficultés, comment ils prennent leurs responsabilités, tout ça, ce sont des points souvent que j'admire beaucoup. Ouais. C'est vrai que vous avez un métier qui a un paramètre responsabilité qui est un curseur sur ce sujet qui est élevé, parce que vous avez des responsabilités pour vous, pour l'organisation, mais aussi pour la vie de vos patients. C'est vrai que ce truc-là, dans ton leadership, la responsabilité, est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qui est obligatoire dans votre métier? Est-ce qu'on arriverait à faire ce métier sans? Enfin, comment tu manipules ce truc-là de responsabilité? Compliqué cette question. Non,
C'est lié aussi à un parcours de soins parce que la responsabilité, ça prend au fur et à mesure du temps. Ouais. Le fait que d'avoir débuté par un métier donc infirmier où on a déjà ces responsabilités qui nous sautent aux yeux et puis progressivement on fait de l'anesthésie avec des risques supérieurs. Et donc là, il y a des responsabilités effectivement de vie. Mhm. Progressivement, il y a des responsabilités ensuite qui deviennent managériales, mais indirectement donc sur la qualité des soins, sur la sécurité des soins. Ouais. Progressivement, on apprend en tout cas à vivre avec ces responsabilités. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que j'ai dans le radar, mais c'est pas quelque chose qui peut m'empêcher de dormir. Les responsabilités, on sait qu'on les a. Il faut travailler plutôt les prises de risques et les limiter. Ok. C'est toujours vers ça que je réfléchis. Je me concentre plus sur la limitation des risques que sur la prise de mes responsabilités, enfin sur les responsabilités que je peux avoir. Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire, en fait, quelque part, alors que la responsabilité peut être un truc qui est un peu paralysant, tu retournes le truc en disant, finalement, si je me concentre sur le prise de risque, je me concentre pas sur ce que je suis, mais plutôt sur ce que je fais, quoi. Voilà. Alors ça, c'est, oui, me concernant directement, mais c'est aussi, mon rôle est aussi à un moment de remonter la prise de risque à des niveaux supérieurs. Bien sûr. Pour savoir les partager aussi. On ne peut pas rester isolé non plus que sur un domaine. À un moment, on sait très bien que on prend des risques, mais qu'on n'aura pas la solution. Mais par contre, notre responsabilité, elle est engagée si on n'alerte pas à un niveau supérieur par rapport aux prises de risques que l'on prend. Mhm. Ça, c'est assez fréquent, par contre, dans l'exercice de ce que je fais. Ok, très clair. Tu vois, quand j'ai préparé cet exercice avec des personnes qui m'aident à préparer tous ces podcasts, parce que je suis pas tout seul à travailler dessus, tu l'imagines bien, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la dimension publique, privée, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui avait le plus intéressant dans tout ça, c'est pas tellement le fait de pouvoir discuter de la partie environnement, secteur public, secteur privé, c'était de se dire, finalement, dans la médecine, il y a des gens qui sont là plutôt par vocation. Alors, on va voir un peu, je sais pas si c'est toujours vrai, etc. Mais l'image qu'on s'en fait, c'est que c'est quand même un métier, à un moment donné, que tu choisis pour des raisons qui sont fortes, des raisons intrinsèques, soit d'histoire ou de conviction, etc. Et ce truc-là, on s'est dit avec l'équipe, bah tiens, ça doit être à la fois un super moteur pour emmener des gens, parce que bah, finalement, c'est peut-être plus facile d'emmener des gens qui sont passionnés par leur sujet plutôt que d'emmener des gens qui font un job plus alimentaire, on va dire. Et en même temps, ça doit amener des challenges, parce que bah, si tu as des arbitrages à faire, des choses comme ça. Comment toi, tu vois tu visualises ce truc-là? Et en termes de conviction, en termes de... Je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. On n'est pas là par hasard. Par contre, on peut facilement être déçu par l'idée qu'on s'en faisait et la réalité de ce qu'on fait. Ok. Et ça, c'est progressivement un malaise qui s'installe quand même à l'hôpital. Mhm. Et on le voit par le fait des étudiants qui arrêtent soit en cours de route, on le voit aussi par le fait des gens qui sont diplômés, mais très vite, qui exercent pas très longtemps et qui se reconvertissent dans autre chose. Ok. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui progressivement est lié à l'évolution de l'hôpital. Mhm. On travaille dans un hôpital de plus en plus contraint, où les règles changent. Parfois, on est assimilé à une entreprise, ce que j'ai horreur d'entendre en fin de compte. Mhm. Et le sens du travail, du coup, peut changer et a changé et peut changer. Le travail de soignant, effectivement, ça peut parfois s'assimiler à une production de soins. Et c'est très, très mal vécu. Ça conditionne, les conditions de travail, ça aggrave les conditions de travail. Mhm. Et là-dessus, je crois que on a une perte justement de cette approche du métier, de l'idée qu'on s'en faisait. Ok. Alors, Ou tu dis qu'il y a moins de vocation, c'est ça que tu te dis? Ou en tout cas, c'est plus difficile de la tenir dans la durée. Et la vocation est là au départ, mais...
Tout à fait. Je crois que Ok. la vocation, elle est, je pense, au départ, on ne fait pas ça par hasard, comme je disais, et quelque part, la vocation existe quand même au départ, mais on se rend compte que, en fin de compte, soigner des malades, c'est pas non plus si évident dans un exercice contraint et de plus en plus contraint, où la tâche primaire des soins, parfois, est réduite. Mhm. Et je crois que l'avenir de l'hôpital, et l'avenir justement un peu de ses vocations, de l'envie de revenir vers ces métiers-là, passe pour moi forcément par un travail sur le sens du travail de soignant, le sens du travail médical. Là, il y a vraiment un gros travail à faire et je pense qu'il a été il commence à être bien perçu, entrepris. On voit d'ailleurs arriver dans des mesures d'accréditation, de certification, toute cette approche justement sur des glissements de tâches, sur les modes de management, sur la culture éthique justement, même dans le management. Donc je crois qu'il y a une réelle prise de conscience, mais les dirigeants et au plus haut niveau doivent au quotidien avoir ça dans le radar pour on va dire recentrer le travail de soignant vers les soins, Mhm. redonner des conditions de travail qui soient les plus acceptables possibles. Mhm. Et puis après c'est aussi un choix politique sur les moyens qu'on donne dans la santé, Ok. ou des possibilités politiques aussi et financières que l'on donne dans la santé. Ok. Ça fait plusieurs fois que tu parles d'éthique managériale là-dessus. Qu'est-ce que tu mets derrière ce truc-là? Enfin, comment toi tu travailles cette notion-là dans ton leadership? En fin de compte, j'ai eu la chance de pouvoir faire un master en organisation de la santé où j'ai travaillé comme mémoire la thématique de l'humanisme. Ok. Et justement avec cette idée déjà et cette conception que je me faisais où l'hôpital perd progressivement de son humanisme. Mhm. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai fait un travail d'étude sur quels étaient les établissements qui apportaient le plus d'humanisme dans leur approche, dans leurs soins. Ok. Et très vite, j'ai été orienté même dans tout ce qui était conceptuel vers l'éthique et vers ce qu'on appelle un peu l'éthique des organisations, l'éthique organisationnelle qui va reprendre une partie de l'individu tel qu'il Mhm. doit se comporter avec certaines vertus. On va avoir aussi, bien évidemment, l'éthique du management. Qu'est-ce qui est un management éthique? Qu'est-ce qui correspond, on va dire, à des codes éthiques dans son management, dans son leadership, dans ses organisations? Et, par exemple, dans les organisations, on a effectivement le sens du travail, de prioriser justement les demandes, de travailler sur ce qui est essentiel, Mhm. de, de travailler toute cette approche-là qui conduit au final à adopter ce qu'on appelle une posture éthique. Ok. Et moi, j'avais réussi à faire un ensemble de critères qui définissaient cette posture éthique. Ok. Et j'avoue que dans mon exercice quotidien, je relis mon tableau tous les mois, Ok. pas m'en écarter. Super, t'arrives à nous donner un peu le contenu du tableau, peut-être pas, parce que je ne t'ai pas demandé de le préparer, donc je sais pas si tu l'as par cœur, mais t'arrives à me donner quelques grandes indications, quelques grandes lignes de ce que tu as mis dans ce truc éthique? Alors, oui, je me suis inspiré on va dire, de grandes personnes qui sont Walter Esbing, avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille aussi encore, Michel Dupuis. Et donc, on a des vertus, tout simplement, d'être fidèle à soi-même, d'être authentique, de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Voilà, on est dans des vertus personnelles. Mhm. Dans tout ce qui va être management, c'est cette idée aussi d'être plutôt rassembleur que chef. Mhm. Euh, Dans les organisations, j'ai beaucoup d'exemples. Ça doit reprendre à peu près une trentaine de critères que j'avais établis. Et justement, la notion d'agentivité, de travailler pour ce qui est important, pas pour ce qui n'est pas important. Donc, il y a différents critères comme ça qui fait que on se recentre à chaque fois. On va dire, moi, ça me permet de me recentrer sur une ligne de conduite
qui m'aide au quotidien. Bon, ça fait 6-7 ans que je continue d'ailleurs à travailler dans ce sens-là. Ouais. Et puis, j'ai intégré le comité d'éthique aussi de l'hôpital pour justement continuer à persévérer. Je travaille avec des organismes comme le GFERS justement pour aussi continuer à œuvrer dans ce sens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que on aura prochainement aussi les mesures d'accréditation nous obligent maintenant à travailler ces points-là. Et donc voilà, il y a un projet institutionnel qui est en train de se développer dans ce sens-là et que j'ai aussi un peu en charge. Donc voilà. Ok, super. Il y a une autre dimension de ton métier, moi, qui me frappe toujours, c'est que dans vos métiers, en réalité, une personne, elle est malade de façon exceptionnelle. C'est-à-dire, on peut lui souhaiter le moins possible. Mais vous, finalement, l'exceptionnel des gens, c'est votre run de tous les jours. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu, si tu veux, dichotomique entre le fait que chaque cas est exceptionnel, unique, etc. et le fait que votre organisation, elle traite ça en continu. C'est comme s'il fallait maintenir une gestion un peu normale d'un endroit dans lequel il se passe que des trucs, par définition, pas normaux, c'est-à-dire exceptionnels. Et donc, est-ce que ça crée finalement, comment on arrive à créer une organisation, une forme de routine dans quelque chose qui, par définition, est un métier dans lequel tu peux pas anticiper, tu peux très difficilement prévoir les choses. Est-ce que tu as quelque chose à me raconter là-dessus? Je crois Pourquoi tu fais ça? On n'est jamais dans la routine. En tout cas, alors ça dépend si on se situe au niveau du manager ou au niveau des soins. Je crois que de toute façon, dans les deux parties, on n'est jamais dans la routine. En tout cas, dans le management, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Hein, c'est justement quand on se lève le matin, on ne sait pas trop ce qui va nous attendre. On sait des fois, on se dit ça va aujourd'hui, j'ai pas trop de réunions, ça va bien se passer. Et puis tout compte fait, c'est l'inverse. Ok. Et dans les soins, c'est pareil. Il y a des secteurs un petit peu plus, on va dire, où il se passe moins d'événements que d'autres secteurs. Hein, quand on travaille dans les réanimations, dans ces secteurs-là, les urgences, on sait très bien que notre journée va être un peu riche. Enfin, un peu riche ou parfois un peu compliqué. Puis d'autres secteurs un peu moins, un peu plus chroniques, on va dire. On s'installe pas dans une routine, mais dans quelque chose où il y a moins d'événements. Oui. Je pense que ce qui est important, pour un peu soulager aussi les cadres, c'est qu'on s'instaure des réunions régulières où on évoque le déroulement des événements. Ok. Ensemble. Donc tous les lundis, on fait un point et tous les mardis aussi. Donc on a séparé les deux réunions un peu plus en termes d'activité, une qui aborde un peu plus l'activité et l'autre qui aborde un peu plus les événements. Okay. Et dans ces espaces d'événements, on essaye aussi de réfléchir collectivement. Okay. Et donc, on a ces approches où on se dit, soit on a une prise de recul par rapport à des situations dramatiques, soit à ce moment-là, on essaye de trouver des solutions sur des problèmes de façon collective. Et ça, je pense que c'est quand même très intéressant pour soulager les esprits, pour continuer, pour affronter, pour rester motivé, pour rester debout parfois. Ouais, je comprends. Ouais, oui, parce que c'est ça, c'est ce que tu appelles l'événement, c'est la confrontation à ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire un peu la mort et des choses qui sont un peu terribles. Et d'un côté, l'activité, c'est la gestion, c'est ça que tu me dis, hein? Voilà. Ce que tu appelles l'événement, c'est l'événement médical au sens concret. L'activité, c'est la gestion courante. Voilà, la gestion, mais les deux sont parfois difficiles. Être en situation conflictuelle, par exemple, avec un médecin ou avec une famille ou avec un patient, c'est quand même quelque chose qui ne nous laisse pas de marbre. Hein. On est affecté par ces situations-là, bien évidemment, et elles sont quand même quotidiennes. Ouais. L'hôpital n'est pas un monde de bisounours. Quand on travaille dans un bloc opératoire, il y a un degré de violence quand même. Les gens sont durs entre eux parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression, il y a de l'enjeu. Et donc, il y a une forme de violence, parce qu'on parle de violence à l'hôpital. Ça, c'est la partie un peu relationnelle, managériale.
Et puis après, dans la situation clinique, il y a bien sûr les événements sur lesquels on pense par exemple qu'un secteur de la naissance, c'est que de la joie. Ben non, il y a aussi des situations compliquées, parfois dramatiques. Donc, aucune partie de l'hôpital n'est épargnée justement par ce genre de choses. Et là-dessus, donc je comprends que toi, en tant que leader, tu as instauré des espaces de réflexion collective, etc. Vous avez des mécanismes de supervision. Enfin, comment ce truc-là s'organise finalement d'un point de vue managérial au niveau de toi vers tes managers vers leurs équipes. Enfin, comment vous vous organisez autour de ces spécificités-là? Alors, tout dépend des situations. Il y a des situations où on est quand même, s'il y a une situation de prise en charge spécifique clinique, qui s'est pas bien déroulée, on va analyser collectivement. Quand je dis collectivement, c'est-à-dire tous les intervenants qui ont participé à cette situation, on va essayer de réfléchir sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux. Ah, ok, donc dans une logique d'amélioration continue, de rétrospective sur tous ces événements-là. Voilà, tous ces événements. Donc ça permet aussi, on essaye, c'est pas quelque chose de facile à faire parce que c'est vraiment dur. Il faut agir aussi rapidement, c'est-à-dire il faut dans les 24 heures souvent essayer de le faire, mais c'est souvent quand on réussit à bien le faire, ça reste quand même un exutoire, c'est-à-dire que la parole se libère, les gens craquent un peu. Parfois, on peut même se faire accompagner d'un psychologue. On propose des aides psychologiques et ça permet de pas garder pour soi la situation et puis de la partager et puis de recentrer, non pas les responsabilités, mais quelque part ce qui a été, ce qui n'a pas été. Quand ça n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, c'est pas lié à la personne, c'est peut-être lié à d'autres choses que la personne justement. Oui, c'est ça, c'est une rétrospective sur finalement une analyse en amélioration continue d'un processus, alors même que vous n'avez pas la main sur tous les paramètres. Mais en tout cas, collectivement, vous vous posez la question de la prochaine fois, comment on fait. Voilà. Après, on passe à des stades supérieurs. On a la chance à l'hôpital de pouvoir se faire aider psychologiquement à un moment. Et je pense qu'il faut aussi un intervenant externe pour soit faire le point avec une analyse de quelqu'un qui est relativement spécialisé sur le plan psychologique et souvent, ça peut être utilisé. Et spécifiquement, il m'est arrivé aussi, lorsque j'ai des managers qui sont vraiment en difficulté, c'est de les faire accompagner par des supervisions extérieures. Et ça, très souvent, c'est relativement bénéfique. On le fait souvent sur du long terme. Sur des situations très particulières, mais plutôt de management à ce moment-là, et c'est plutôt focalisé sur les managers. Ok. Et il arrive aussi que pour une soignante, en termes de comportement, de la faire accompagner aussi pour la faire grandir. Ça nous arrive aussi de temps en temps. Ouais, très clair. Aujourd'hui, tu as un niveau de responsabilité qui fait que, sauf à ce que je me trompe, il y a tellement de départements différents et de pratiques différentes dans ton pôle que tu sais pas faire le métier de tout le monde. Peut-être pas compétent sur tous ces métiers-là. Finalement, quand on prend des responsabilités aussi importantes en nombre et en diversité de périmètres, comment tu fais pour diriger des gens dont tu ne sais pas forcément faire le métier à 100% de tout le monde, puisque c'est littéralement impossible, dans la façon dont tu vas décider, dans la façon dont tu vas agir, peut-être dans la façon dont tu vas pouvoir les accompagner sur leurs problématiques spécifiques. Enfin, comment tu fais ça? Est-ce que tu as une pratique là-dessus à nous partager? Alors, pour moi, il y a différents niveaux de management pour lesquels on doit être plutôt du métier ou pas du métier. Je pense qu'un management de proximité à l'hôpital relève quand même d'une certaine expertise du métier qui est pratiqué dans le service. Ok, donc les team leaders doivent pouvoir se substituer à une personne de leur équipe. Oui, et d'ailleurs, ça arrive très souvent que le manager prenne une fonction de soin lorsqu'il y a des situations de débordement. Donc, ça, à l'hôpital, ça ne se discute pas trop. Le manager infirmier va prendre un service infirmier, un manager kiné va prendre un service kiné. Ils peuvent changer entre eux ou la mobilité interne est compliquée du coup?
Non, il y a une mobilité possible, mais elle est quand même assez rare et je l'encourage très souvent, mais elle est quand même assez rare. Donc, il m'est arrivé sur maintenant 10 ans de direction d'avoir à un moment voulu changer les managers dans les postes qu'ils étaient. Mhm. Euh, et ça a été bénéfique quand même, on va dire. Ça permet de remotiver, d'avoir une autre vision des choses et que ce soit bénéfique pour les équipes comme pour d'ailleurs les managers eux-mêmes. Ensuite, il y a le management intermédiaire où ça se discute un peu plus. Là, bon, c'est souvent quelqu'un qui va essayer de gérer souvent plusieurs services avec un nombre limité. Mhm. Et dans ces fonctions-là, il n'y a pas forcément, bien que ça peut se discuter, ça dépend des situations, mais il n'y a pas forcément obligation du métier propre initial. Ok. Ok. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, un infirmier diplômé d'État va pouvoir gérer des infirmiers spécialisés, infirmières pédiatriques et vice-versa. Ok. Mais on reste quand même dans des soins, Mhm. dans des métiers de soignants. Sur des fonctions dirigeantes, un peu comme la mienne, là, je pense que non, on est quand même sur des niveaux où il faut savoir faire vivre des services ensemble. Là, pour moi, donc, on est plus sur des fonctions qui peuvent, voilà, moi, par exemple, je suis infirmier anesthésiste, je m'occupe aussi de la partie des blocs opératoires, mais aussi de la partie des salles d'accouchement, aussi de la partie, donc, j'ai différents métiers des soins qui sont aussi sous ma responsabilité, et ça, c'est pas incompatible. Par contre, ce qui serait une erreur et ce qui serait pas compatible, c'est de ne pas s'entourer de personnes compétentes Mhm. justement de ces métiers-là. Ok. Oui, ce qui par définition dans ce que tu présentes est pas le cas, puisque comme on se dit que les managers de proximité sont des experts à tous les postes, quelque part, tu as toujours un référent qui a la décision médicale sur sa spécialité pour décider avec toi. Oui, c'est pour ça que ta première ligne doit être vraiment expert métier. Ok. Si on monte forcément dans les niveaux de management, on n'a pas d'obligation pour moi à le faire en tous les cas. Ok. C'est quoi les plus gros challenges de leader de pôle que tu as globalement aujourd'hui? Donc l'épisode il est enregistré en 2025. C'est quoi les plus gros challenges auxquels tu fais face, ou seul ou collectivement d'ailleurs? Tu les décrirais comment? Je pense que on a une démographie assez défavorable termes de soignants. Donc, on évolue progressivement vers des difficultés, même au Luxembourg, de recrutement dans certaines spécialités. Ok. Et donc, il faut justement travailler beaucoup sur la motivation, mais je prendrais aussi là peut-être le problème à l'envers, c'est de lutter contre la démotivation. Ok. Et si on veut lutter voilà, sur cette approche-là, c'est vraiment un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de retravailler sur le sens des soignants, sur aussi, bien évidemment, ce qui est d'actualité, les conditions de travail, sur le bien-être au travail, Mhm. sur des choses aussi assez futiles. Bon, au Luxembourg, par exemple, les temps de trajet, Ouais. les histoires de parking, tout ce qui va simplifier la vie au travail. Ok. Ça me paraît aussi des enjeux fondamentaux. Mhm. Ce sont des défis pour les années, et d'autant plus avec les générations qui arrivent où la conception du travail est parfois une vision totalement différente de ma génération, par exemple. Après, qu'est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ce que tu perçois de différent? Ah, ils sont dans une, je veux dire, enfin, dans peut-être des générations comme la mienne, c'était le travail, le travail. On essaye bien sûr de préserver sa vie privée et de l'organiser, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont données pour le travail. En temps de travail, nous, on n'hésitait pas à l'époque à faire des gardes de 24, 48 heures, ce qui serait compliqué aujourd'hui, mais voilà, on partait régulièrement de la maison. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont plus du tout dans cette logique. Mhm. Ils veulent un temps de travail limité, où ils vont s'investir pour leur travail, mais ils veulent aussi forcément des plannings de travail, des conditions de travail, des récupérations, du télétravail. Enfin, on est dans
peut-être un peu moins dans les soignants, bien évidemment, mais dans les managements, c'est ça aussi, quelque part. Donc là, ça évolue. L'argent n'est plus le leitmotiv, bien ce qui contribue, mais on va rechercher plutôt une qualité de vie au travail et puis une qualité de vie personnelle qui est un peu plus ancrée. Ok, très clair. Donc tu dis le challenge qu'on a, c'est finalement un challenge à la fois d'attraction et de rétention. Oui. Okay. Ça, je pense que c'est les prochains défis en tous les cas, avec une démographie forcément aussi qui est pas favorable, hein, parce que on a beaucoup aussi de départs à la retraite, on a une population aussi luxembourgeoise, voilà, qui a besoin en santé croissant, vieillissement de la population, donc il y a toute cette approche-là qui, dans les années à venir, vont avoir des répercussions importantes sur l'hôpital. Ok. Est-ce qu'il y a des grands sujets, des grandes thématiques, tu vois, quand on n'a pas préparé cet épisode, parce que moi je l'ai voulu le plus authentique possible, mais toi, quand je t'ai dit qu'on allait parler de leadership et tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu avais imaginé amener dans cet épisode et sur lesquelles je t'aurais pas emmené et que tu penses importantes de poser? En termes de leadership de leadership ou de ce que tu avais imaginé qu'on aurait pu discuter dans cet épisode? Non, je crois que je pense qu'il y a souvent une question qui peut revenir, c'est les jeunes qui se lancent dans ce métier de management. Quelle approche on pourrait leur donner? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple? Parce que dans votre environnement, de ce que je comprends, il y a quand même ce truc de strat progressive. Effectivement, tes jeunes encadrants, est-ce que tu donnes les mêmes conseils à quelqu'un qui prend un job de responsable de service et quelqu'un qui prend un job de gestion plus dirigeante? Ce serait quoi ton retour d'expérience là-dessus? Je crois que sur les managers qui prennent des fonctions, qu'elles soient de proximité ou dirigeantes, c'est quelque part de garder une certaine... déjà, j'aurais envie de leur passer un message, c'est que c'est un chouette métier. C'est un métier où on apprend tous les jours. Je crois que c'est un métier très riche en termes de relations humaines, si parfois c'est difficile. Par contre, je conseillerais toujours de garder une certaine forme de lucidité. La lucidité, pour moi, ça correspond au fait qu'on arrive avec la conception de certaines choses, la volonté de certaines choses, que parfois on ne peut pas atteindre. Pour différentes raisons qui ne sont pas forcément liées à soi-même. Donc il y a cette prise de recul qui est nécessaire justement pour se protéger, pour se préserver. Il faut bien prendre conscience qu'on vit dans ces fonctions-là, dans un système qu'on ne contrôle pas toujours. Et il faut faire vraiment beaucoup preuve d'humilité, où quelque part, on n'arrivera pas à atteindre tous les objectifs, tous les souhaits que l'on souhaite mettre en place pour différentes raisons, justement. Et je crois que cette prise de recul est vraiment... on dit souvent une expression impliquée, détachée. Alors, j'aime pas trop non plus parce que c'est toujours très difficile de se détacher dans nos métiers. Mais il est important en tous les cas, quelle que soit la fonction qu'on occupe en tant que manager, c'est de savoir se dire à un moment, je ne saurais pas tout appliquer, ce que j'ai envie de mettre en place, et je vis dans un système qui est aussi contraint, que je ne maîtrise pas toujours. Par contre, mon rôle, c'est d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour et tenter d'essayer de parvenir à ce que j'ai envie de mettre en place ou ce que je veux mettre en place. Ou influencer quelque part. Enfin, tu peux pas contrôler, mais ce que j'entends, c'est que tu peux avoir une forme d'influence si tu te libères du fait que tu veux faire exactement ce que tu avais prévu en plan A. Tout à fait, avec ces facultés d'adaptation, justement. C'est remise en question permanente, réorientation permanente, réorientation en termes de projet, réorientation, adaptation. C'est justement un peu ça aussi, c'est progressivement
l'expérience qui va faire qu'on accepte ça. Et puis, peut-être un message aussi, c'est que l'erreur, elle est quotidienne. Je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Il est par contre fondamental de tirer profit de ces erreurs et d'avoir cette phase d'apprentissage. Il y a d'ailleurs à l'hôpital, quand j'ai commencé l'anesthésie, on voyait apparaître les fiches d'événements indésirables. C'est-à-dire que on était dans quelque chose où il fallait décrire un événement qui n'était pas normal. Au début de cette époque, c'était très difficile à ce que les gens remontent ces événements indésirables. Et progressivement, ça s'est fait parce qu'il y a eu un peu un lobbying, parce qu'on a vraiment compris aussi et surtout travaillé sur cette approche où on a su faire comprendre que analyser des erreurs était bénéfique à la progression des organisations, des prises en charge et des incidents ont limité les accidents en fin de compte. Et donc ça c'est vraiment fondamental de tirer profit de toute cette approche, même en tant que manager, de ces erreurs que l'on fait. Ouais, ça passe par le fait de donner des permissions et des protections sur cet exercice-là, c'est-à-dire finalement, effectivement, encourager le fait qu'il y a quelque chose qui avance quand on a le courage de dire il y a eu un truc qui s'est mal passé et finalement on peut le faire autrement. Super. Peut-être une dernière question. T'es encore jeune, hein, tu n'es pas parti à la retraite tout de suite, mais concrètement, après, je comprends que ça fait longtemps que tu es dans ce pôle. Peut-être après toi, quand tu seras à la retraite, ça, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ce que tu as essayé de faire, de ce que tu as essayé de mettre en place, de ce que tu as essayé de faire vivre à ces gens? Enfin, est-ce que tu as une idée voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se raconte finalement de ces responsabilités-là lors de ton pot de départ à la retraite? Alors, je ne vais pas dire qu'il est pour demain, mais il n'est pas non plus pour 10 ans. On va laisser le suspense à ceux qui nous écoutent. Mais je ne dirai pas mon âge. C'est une question difficile en fin de compte, hein, parce que justement, je pense que nos métiers ne sont pas toujours bien compris, ne sont pas toujours bien perçus. On a souvent un travail de l'ombre. Ouais. Et je crois qu'il faut accepter aussi qu'on ait parfois une image de nous qui ne soit pas positive. Par contre, ce qui, quelque part, me ferait le plus de reconnaissance, c'est de garder une image de moi qui soit quelqu'un de très engagé. Très engagé dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a mené, dans son investissement complet, que ce soit auprès des patients, comme que ce soit auprès des personnels, comme de l'institution. Ok. Ça, c'est quelque chose qui serait, je crois que cette reconnaissance au moins. Ok, ouais, ça marche. Ouais, je trouve que c'est une belle notion, effectivement, qui boucle bien avec la notion de responsabilité que tu as amené au début. Écoute, moi, je trouvais que c'était vraiment un échange hyper intéressant. Ce que je retiens quand même, c'est que finalement, dans un secteur comme la santé où la qualité à 100%, en tout cas, est un bon point, l'amélioration continue est un truc vraiment hyper important. Finalement, dans ce que tu essaies de faire. Et puis, je sens vraiment un engagement à quelque chose en fait, à un impact positif sur la vie des soignants, sur la vie des patients, sur les conditions de travail, sur tout ça. Et en même temps, une forme de lucidité sur le fait que, oui, effectivement, c'est un environnement qui est plus contraint que d'autres, peut-être. Même si tous les environnements sont contraints par des choses différentes, en fait. J'imagine. Mais j'ai bien aimé ce point-là. Est-ce que tu penses à un ou une leader que tu aurais identifié et qui ferait pas partie de ton organisation, qui serait francophone et qui aurait des trucs intéressants à nous raconter sur ce podcast? Oui, il y aurait bien évidemment beaucoup de personnes que j'aurais envie de te conseiller, mais peut-être que personne ne me vient à l'idée. C'est Frédéric Spinirny. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui a aussi un parcours un peu atypique, puisque
j'ai rencontré dans un congrès qu'on avait préparé sur la lutte contre la violence hospitalière, enfin à l'hôpital. Ouais. Il a une formation de base qui est celle d'un philosophe. Ok. Et ensuite, donc il a une approche un peu philosophique déjà très intéressante. Ok. Et il a été formé ensuite à l'école à la haute école de la santé publique sur Paris. Ok. Et il a pris les responsabilités d'un poste de directeur adjoint, d'abord à l'hôpital Necker, et me semble-t-il que maintenant il est directeur des affaires médicales sur Tours. Ok. Et il est très intéressant par son expérience des gros hôpitaux publics français. Voilà, la lourdeur est quand même... voilà, c'est très lourd comme structure à faire avancer. Et donc, en tout cas, dans ses approches, je trouvais qu'il se débrouillait très bien dans ses approches. Et puis maintenant, voilà, il s'occupe des affaires médicales. Et donc, forcément, il est amené à manager les médecins sans être médecin. Mhm. Justement, je pense que il a une façon de faire qui peut être aussi très intéressante. En tout cas, si tu l'interviews, c'est sûr que j'écouterai ce qu'il dit. Super, écoute, si tu peux nous faire l'introduction après la sortie du podcast, l'invitation est lancée, je serais ravi d'échanger avec lui. Écoute, merci beaucoup, c'était très chouette. Moi, ça m'a vachement fait réfléchir, travailler aussi avec toi sur aussi la transposabilité de ce que tu racontes dans cet environnement du soin à ce qui se passe dans toutes les entreprises, qui sont aussi des environnements que je fréquente. Merci beaucoup pour cette transparence, cette authenticité. Je vois que tu as pris soin d'avoir un exercice le plus transparent possible, donc c'était vraiment hyper agréable. Merci beaucoup à toi, Romain. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que nous à l'enregistrer. Et on vous laisse faire votre job de liker, commenter, partager, etc. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous!